justement, parce que tu fais pas d'école classique, etc. Comment toi, tu as appris le dessin? Comme tous les gamins, en dessinant beaucoup. Alors il y a ceux qui sont encouragés, ce qui était mon cas. Ma mère dessinait bien, donc elle m'encourageait. Et puis le regard bienveillant, comme ça, des adultes. J'avais un talent, hein, forcément. Et puis je continue à force de dessiner, de se passionner pour le dessin. J'ai appris énormément, évidemment, en regardant. Et à Paris, évidemment, banlieue parisienne, quand je découvre Pilote, Tintin et Spirou, je suis très... j'observe, je dessine, énormément de dessins, vraiment. Je ne me rends pas compte de ça, et l'évolution se fait tout naturellement, et puis effectivement, aux Beaux-Arts, je rentre sans aucun problème. J'ai un dossier qui est très, très convaincant, et j'arrive dans le plus grand atelier de dessin de l'école des Beaux-Arts de Paris, qui était l'atelier Gilly, qui était un professeur très, très, très impressionnant. Donc, voilà, et je laisse quand même tomber ça, parce que l'esprit des Beaux-Arts ne me convenait pas vraiment. Je voyais beaucoup de prétention et peu de talent. Vraiment, avec les étudiants que j'ai pu fréquenter à ce moment-là. Et finalement, je voyais que le vrai talent, la vraie créativité, création, elle se trouvait dans les pages de Pilote. Et puis il y a les rencontres en 75 avec, un petit peu avant, même avec Christa, qui a été aussi important, très important. Il y a eu l'Appel des étoiles. Et puis la série Légende d'aujourd'hui, on peut avoir un visuel d'ailleurs, voilà, qui a été réédité chez Casterman. Et puis, entre autres, la célèbre trilogie Nicopole, qui a duré sur une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, donc a été quand même une série très importante qui a marqué un tournant, même pour la bande dessinée, qui a inspiré énormément de gens. C'est une période incroyable. Ben, oui, c'est là que je prends mon envol d'auteur seul, solitaire, complet, après avoir quand même fait 2 albums phares pour moi, qui sont Les Phalanges de Renoir et Partie de chasse, avec Pierre Christin. Et je suis très heureux que Pierre vienne l'année prochaine et qu'il ait une exposition ici. C'est un très très grand scénariste, un journaliste à la base, c'est un prof de journalisme. Hein. Il a été pendant de longues années à Bordeaux. Et beaucoup de journalistes qu'on croisait comme ça dans notre parcours avaient été formés par lui, ce qui était toujours assez amusant. Et donc effectivement, la trilogie Nicopole, ça c'est mon univers personnel qui commence à se constituer sur toujours des thématiques géopolitiques et politiques. Là aussi, je pense que mes origines de l'Est, ils sont pour quelque chose. Je pense que la dictature, le sens de la dictature, le rideau de fer, les rapports Est-Ouest, le regard aussi que j'ai trouvé en arrivant en France sur les pays de l'Est, auprès d'abord de mes petits copains et ensuite même tout simplement de la population, de la nation, des médias. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, m'interpelle, qui m'irrite souvent. Il y avait déjà à ce moment-là de très très mauvaises interprétations, une vision totalement négative et fausse de ce qu'étaient les pays de l'Est. Donc ça me fait réagir aussi. Donc voilà, cet univers se constitue à partir de tous ces éléments. Et avec Christin, vous avez toujours un lien, vous voyez de temps en temps? Bien sûr, évidemment. Et on va refaire un livre ensemble qui ne sera pas une bande dessinée, mais on a un projet ensemble en commun. Et puis il y a ce livre en 94, Bleu sang. Je l'ai mis volontairement, qui n'était pas le plus connu, chez Christian Desbois Éditions. Ouais. Et ça réunit beaucoup de choses, ce livre. Il y a ce fameux bleu chez vous, ce fameux rouge, et puis un animal aquatique, qui rappelle pas mal de séries que vous avez fait par la suite, dont on va parler. Vous vous rappelez de ce livre, de comment vous l'avez construit? Oui, bien sûr, je l'aime beaucoup, parce que c'est un livre mon premier livre de peinture et de dessin libre, d'aphorisme aussi. Il y a beaucoup de textes comme ça, très, très libres. C'est un livre qui a été créé, c'est Christian Desbois, qui malheureusement n'est plus là, qui m'a dit, mais fais quelque chose, il faut que tu te sortes de cette situation. La situation dont je devais me sortir, c'était l'arrêt brutal d'un projet de film, mon deuxième film. Arrêt brutal, production, argent, on va toujours les mêmes histoires.
Et donc j'étais un peu déboussolé, parce que j'avais terminé ma série avec Nicopole, donc Froid Équateur était sorti depuis 2 ans déjà. Et donc j'étais un peu paumé. Il me dit, mais faisons une expo, fais quelque chose, je sais pas, des peintures, c'était le moment. Et là, je dis d'accord, allez, on y va. Et donc j'ai fait ce travail, on a fait une expo, le bouquin est sorti, il a été très très bien accueilli ce bouquin, parce qu'il c'est un peu un ovni. Je me souviens de Philippe Gildas qui m'a fait venir à l'émission des Nuls pour ce livre, c'était assez surprenant. Voilà. Et donc c'est une étape importante. Voilà. Elle a été provoquée par une frustration et finalement donc je découvre une forme de liberté dans ce livre-là qu'on retrouvera ensuite, que je mettrai en pratique dans le prochain bouquin qui sera lui consacré à l'éclatement de la Yougoslavie, mais de manière très... On est dans un monde excitant, alors que j'ai noté parce que je n'ai pas forcément la mémoire des années, mais c'était 98 à 2007. Et puis aussi, il y a la tétralogie du coup de sang, voilà, avec ces trois livres-là. Alors c'est une dystopie post-apo assez forte, et en fait l'eau est devenue l'or bleu, quoi. On peut dire ça très rapidement. Et je me posais la question, est-ce que vous êtes aujourd'hui intéressé par tous ces phénomènes de collapsologie, de post-effondrement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, ou vous nourrissez, ou vous lisez ce genre de choses? En fait, si on regarde bien tout ce qu'on vient d'évoquer, les albums qu'on vient d'évoquer, ils sont toujours faits en réaction au monde, à l'avancée du monde. Hein. Moi, j'avance dans ce monde comme nous tous. Hein. Je le vis d'abord, c'est déjà à la fois agréable et parfois difficile. Hein. Et donc, j'ai toujours ce regard prospectif dans la zone qui est devant nous. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, même tout ça, ça fait partie dans l'histoire, dans la grande histoire de l'histoire, c'est rien du tout, c'est un grain de sable. Et donc les idéologies, c'est mon travail qui commence avec Pierre Crestin, hein, le Phalange de l'Ordre et le Parti de chasse, qui se répondent sur des idéologies d'extrême droite et de communisme. Il y a des petits effets, c'est pas mal. Oui, on a réfléchi, avec Camille, on a réfléchi de faire une mise en scène vraiment très poussée. Ouais, ça c'est bien. Mais ça marche pas. Il y aura des flocons de neige, j'espère. Alors, oui. Un petit rideau de pluie. Plus on fait des effets spéciaux, on essaie de se rapprocher du cinéma. Et donc c'est ensuite, bon, ça c'est les idéologies. La fin des idéologies, donc toujours le regard prospectif. Donc ensuite c'est Nicopole, c'est un truc un peu à part, mais qui brasse aussi ces thématiques-là. Et puis ensuite, effectivement, au sommet du monstre, c'est alors l'éclatement de la Yougoslavie, mais à l'échelle mondiale. Donc je déplace ça. Je ne parle pas directement de la Yougoslavie, même si mes personnages sont nés à Sarajevo, mais c'est surtout aussi le regard sur la montée d'un intégrisme religieux dévastateur. Et je sens, moi, dès 1993, 14, 15, ça me paraît évident, et même d'ailleurs l'éclatement de la Yougoslavie n'est pas que une histoire de nationalisme, ça a été une vision un peu déformée, un peu paresseuse des médias, hein, précisément occidentaux notamment, qui voulaient que ce ne soit qu'une histoire de méchants nationalistes contre des gentils victimes. Bon, alors c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est surtout une vraie guerre de religion en Europe. Bon. Ça, personne n'a vu, on a voulu le voir. Et moi, je le vois tout simplement, et je mets ça à l'échelle mondiale, et ça donne le sommet du monstre, l'obscurantiste order, et la destruction des symboles de l'Occident. Que la réalité viendra confirmer 4 ans après, en 2001, au sommet des tours de Manhattan. Donc voilà, il y a ce regard, cette idée de prospectivité qui me permet de regarder devant, ce que font pas les journalistes, ils le font, mais ils n'ont pas, leur travail n'est pas d'aller là. Même s'il le voit, et j'en connais qui le voient bien, justement, heureusement. Mais en tout cas, l'artiste, lui, il est libre de ça, et même c'est son devoir d'une certaine façon. Et donc c'est comme ça que j'avance avec mon temps, en le devançant un peu de temps en temps, et les problèmes dits écologiques qu'on peut trouver dans Animals, Julia et Rome et la couleur de l'air, c'est aussi, c'est la prise de conscience qu'on est en train de enfin
de mettre en pratique, hein, qu'on commence enfin à réagir. Un peu tardivement. Qu'il soit tard, je suis sûr qu'il est tard, mais bon, il faut réagir quand même. Et puis Bug, ensuite, voilà, c'est... Donc tout ça, je me vois mal revenir en arrière. C'est pour ça que je ne fais pas d'histoire historique, par exemple. Moi, j'ai besoin d'être dans... C'est un poste d'observation, ma vie, hein, finalement, comme celle de tous ici, mais c'est une façon de raconter ce qui peut nous advenir, de ce qui peut arriver, et de ce qu'on a en en même temps, la créativité, il y a un côté médiumnique, parfois. Je vais un peu loin quand je dis médiumnique. Il y a une espèce d'éveil, comme ça, une forme de conscience qui fait que, peut-être que quand vous dessinez, vous inventez une histoire, vous devancez l'histoire. Oui, mais c'est ça, c'est se mettre dans cette situation-là, effectivement, c'est d'être une éponge, et de restituer par une forme de réflexion qui est à la fois graphique, artistique, mais aussi structurée. Hein. Le texte est très important dans mon travail, et donc on est vraiment dans... Je veux dire, je ne structure pas mes histoires parce que je les structure au fur et à mesure, finalement comme un sculpteur. Je ne pourrais pas dire je sculpte mes histoires en temps réel, et ce qui me permet d'être très réactif à la fois sur le monde. Par exemple, un événement peut totalement transformer le sens de l'histoire que je suis en train de décrire. C'est arrivé... Bug, par exemple, des tas de choses sont arrivées en cours, des directions ont été prises in extremis, de la fin de certains albums modifiés, par exemple la couleur de l'air, par exemple, qui clôt la trilogie du coup de sang, certains connaissent l'album, et la fin, jusqu'à la dernière semaine, avant de livrer la dernière page, la planète, je savais que je voulais finir sur la planète Terre, qui a subi certaines modifications, le continent ayant légèrement bougé, et à 3 jours de la livraison, je décide que la sphère, la planète serait cubique. Vous vous souvenez de cette image cubique? Ça a du sens. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire. C'est pour ça que j'ai eu du mal à continuer, non pas avec Pierre Cressin, parce que lui, on est arrivé au bout d'une vraie collaboration. Partie de chasse, ça a été vraiment un moment de plénitude pour nous deux, tous les deux, et qu'on s'est dit, mais on ne pourra pas aller au-delà de ça. Mais en même temps, à travailler avec un scénariste, c'est admettre qu'on saura à l'avance ce qu'on va dessiner. Alors que quand on travaille seul, bien non. Moi, je ne sais pas, demain, quand je vais attaquer le volume 3 de Bug, je sais à peine par quoi je vais commencer. Aujourd'hui, si demain je me mets devant la planche, il va falloir que quelque chose sorte. Et ça sera un choix déterminant pour la suite. Justement, c'est ce qui te donne de l'énergie, ce qui te motive, parce qu'à un moment, faire énormément de livres, on peut s'assécher. Et donc peut-être que cette énergie te nourrit. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai changé de méthode aussi de travail, parce que j'arrivais au bout d'un système qui ne me procurait plus de plaisir, alors que d'être maître de son temps, de sa narration, de sa technique, et puis de la direction que je... Oui, tout ça, c'est le résultat d'une énergie. C'est se mettre en position d'être effectivement porteur de cette énergie. Donc se débarrasser des choses qui devenaient lourdes, techniquement. Puis bon, j'ai la chance, effectivement, que mes histoires ayant marché, fonctionné, que des éditeurs me donnent une totale liberté. Ce qui a été le cas avec les Unavig associés, et puis ensuite, parce que j'ai rejoint Casterman, donc c'était mon choix, hein, voilà, j'ai cette chance énorme d'être libre. On est assez peu nombreux dans ce milieu à pouvoir être libre. Qu'est-ce qui te pousse à créer sans cesse, en fait? Parce qu'en fait, après un livre, il faut... qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui fait que cette création est toujours permanente chez toi? Il y a une nécessité. C'est une nécessité, oui. C'est une façon de... Je ne sais pas, c'est comme on respire, d'une certaine façon. J'ai l'impression que
Est-ce que c'est une sorte de transmuter je sais pas, quelque chose en soi, des émotions ou des choses à sortir peut-être que c'est pas analysé du tout, hein, et c'est peut-être pas forcément important. Mais... Non, mais c'est ma façon aussi de réagir au monde et à la vie. Il y a des gens qui le font en parlant beaucoup. Moi, je ne parle pas forcément beaucoup. Sauf quand on me Il y a un type à côté qui est bien élevé, donc je m'adresse à tout le monde. Mais non, c'est vrai que c'est beaucoup de choses sortent par ce travail. Et je redis, ça peut surprendre, mais peut-être que je prends davantage de plaisir parfois à écrire qu'à dessiner. Voilà. L'écriture, c'est quelque chose, je trouve, assez absolument magique. Le rythme, la musique des mots, voilà. Et dans ma façon aussi de raconter des histoires c'est très elliptique, hein, donc je suis tout le contraire d'un manga, par exemple. Un manga qui déroule l'action, ou même dans Bug, c'est flagrant, on va en parler. C'est des ellipses abyssales, carrément. Alors on va aller sur Bug, on n'a pas parlé de tout ce que tu as fait au niveau des films, parce qu'on aurait déroulé, on va prendre un peu de temps pour Bug, et du Turio de Cannes notamment, et puis tu as été aussi ton talent de peintre, etc. etc. On va arriver donc... Cette image-là, alors c'est ce qui se passe, c'est la page 67, on arrive à la fin de l'album. Je vais vous raconter comment c'est arrivé cette histoire, c'est assez amusant. Donc le personnage de Hob va être enlevé. Il va être enlevé dans un couloir souterrain, une clinique, etc. Et donc je me dis, comment je vais... Cet enlèvement, qui va l'enlever d'abord? Il y a toute une série de candidats à l'enlèvement, hein, qui sont listés juste avant. Qui va l'enlever et comment? Alors je me dis, bon, est-ce que je montre un peu à la manière d'un manga, par exemple? Allez, chloroforme, hein, c'est ce que l'image du haut, etc. Et puis ensuite, on l'embarque, on l'assomme, on le traîne, bon, chose réaliste. Ou alors, est-ce qu'on fait autrement? Et je ne voulais pas d'un réalisme à ce moment-là. Je voulais un enlèvement lévitationnel qui répond à ce qu'il y avait juste avant. Et donc, l'image du bas, où Hob est embarqué, et ses mains comme ça qui arrivent, au départ, pour moi, c'était des mains masculines qui devaient l'embarquer. Un truc très réaliste. Et puis finalement, je décide d'en faire quelque chose de plus aérien, plus onirique. Et puis je dis, des mains féminines. Et là, je me dis, eh ben voilà. Donc c'est les femmes qui vont l'enlever. Ce sont les néo-marxistes dont on a parlé un peu avant. Et là, je me dis, ben voilà, cracher, les hôpitaux, les opérations, etc. C'est infernal. Une énumération de milliers de morts, de centaines de milliers, de millions. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec des gens qui se suicident, avec l'addiction qui commence à peser, etc., etc. Et là, je me dis, bon, allez, on va détendre l'atmosphère. Et vraiment. Et je finis cette double page par ça. Ce type, alors qui est un multimilliardaire, qui, comme tous les milliardaires qui se font chier, essaye toutes les nouveautés qu'ils peuvent. Il y a une espèce de décadence un peu comme ça, qui est assez fascinante. Hein. Et donc, le mec, c'est de l'auto-lévitation, on lévite, comme ça on se déplace d'un endroit à un autre. Et bien là, il est bloqué. Bloqué dans sa connerie. Bloqué, on sait pas comment, personnellement, je ne sais pas comment ça marche ce truc, hein, mais en tout cas, lui, il est bloqué. J'ai cherché, je ne sais pas trop bien. Moi non plus, j'arrive pas à savoir, sauf qu'il y a aussi une starlette romaine à Rome qui est elle-même prise en lévitation, qui est obligée de se changer, de se cacher, etc. C'est fascinant. Bon, ça c'est vraiment ça, c'est que cette image-là, elle vient pour... Et c'est très bien que tu en parles, parce que tu as finalement oublié l'énumération des milliers, des centaines de milliers de morts. Et ça finit par... Voilà. Et parce que moi j'ai eu besoin de ça, eh ben c'est bien, c'est que le lecteur aussi en a eu besoin. Ils ont reprendre le souffle. Ouais. C'est une belle idée. C'est la page 2. J'ai fait exprès de mettre la page 2 parce qu'en fait, je me suis dit, mais page 1, il y avait déjà Notre-Dame, ouais. Mais qui avait eu la flèche. Ah oui, ça c'est l'histoire de la flèche. Et dans le tome 2, il n'y a plus la flèche. Ouais. Il y a eu un truc contre Il y a un truc là, ouais.
un oubli tout simplement, je dois reconnaître. Un oubli qui est quand même assez incroyable. Ouais, on me l'a dit tout de suite, mais ce qui est bien, c'est que ça veut dire que les journalistes qui m'ont reçu, ils lisent bien, ils regardent bien, donc ils m'ont tous fait la remarque de la flèche qui a disparu. C'était évidemment c'est tellement présent après l'incendie que malheureusement j'ai assisté à l'incendie. C'est impressionnant. Et ça, c'est un oubli. Non, mais ça, ce sont des images. Il y en a très peu, hein, mais je prends sur Google Earth, je fais un cadrage, je ressors le truc et je repeins dessus. Voilà. Je rajoute des choses, j'ai même rajouté une mosquée, ça vous l'avez vu quand même, à côté de. Et il faut quand même bon voisinage, il faut s'entendre. Oui, c'est déjà une question. Voilà. Et donc, simplement, je pense que c'est un coup de pinceau qui a recouvert la flèche et puis j'ai oublié de la rajouter. Mais bon, donc là, pas de prémonition, de vision, rien. Mais c'est étonnant que ça soit très actuel. On l'a remarqué parce que c'était très actuel. Alors j'ai mis cette page pour quelque chose autre chose qui m'a marqué, c'est au niveau symbolique. L'idée de l'homme qui est en lévitation, qui est bloqué en lévitation. La preuve, tu m'as demandé comment ça marchait. Je te dis, je ne sais pas comment ça marche. Je ne peux pas tout savoir. Hein. Lui, il ne sait pas non plus. Hein. Mais il y est toujours. Hein. Et il peut, à un moment donné, ça peut s'arrêter, il peut tomber. C'est peut-être que le moment... si le bug est rétabli, enfin, si le numérique revient, peut-être qu'il sera dans une phase de sommeil. Et peut-être qu'il tombera, il n'aura pas le temps de réagir pour activer le truc. Enfin bon, on imagine le pire. Ce sera triste quand même qu'il meure à 87 ans, milliardaire. Hein. Mais en tout cas, c'est... Voilà, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Mais... Voilà, c'était effectivement cet univers avec cette autosuffisance-là. Et voilà, bon, bref. Non, mais ça existe déjà. Hein. On est en train des architectes travaillent, et c'est passionnant. Travaillent sur des nouveaux buildings vont être autosuffisants, vont être végétalisés. On est en premier, hein. Vraiment, c'est intéressant. Tu avais consulté des scientifiques, mais est-ce que tu connais la série Black Mirror? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Je connais la série Black Mirror, je n'ai pas vu encore, je dois voir aussi Tchernobyl qui est formidable, paraît-il. Oui, qui est magnifique. Mais bon. Là, je ne peux pas tout faire, voilà, moi je suis obligé de faire aussi ça. Par contre, il faut après garder le moral, faire du jogging après Tchernobyl. Mais Tchernobyl, j'ai fait un livre avec Pierre Crespin, on a fait un bouquin, ça s'appelle Sarcophage, le sarcophage sur Tchernobyl. Je connais bien le dossier. Ouais, c'est très, je pense que tu aimeras beaucoup. Très très belle série. Et puis dans ta série, il y a un ton quand même très très marqué. Hein. Alors il y a toujours quand même une certaine distance, une espèce de froideur comme ça avec tes personnages, comme si tu te protégeais ou c'était mieux de te mettre à distance comme ça pour mieux tes marionnettes qui puissent t'accompagner. Il y a une sorte de désenchantement aussi. Oui, c'est juste, oui, c'est voulu, ouais. C'est naturel, c'est pas cherché. Je m'allonge quelque part. J'aime bien, moi, chercher. Tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que c'est voulu? Oui, c'est voulu. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'ils me sont plus crédibles. Les situations me sont plus crédibles. Je pense que alors c'est un mélange de réalisme et en même temps de peut-être une forme de sophistication voulue pour que ce ne soit pas hyper réaliste. Voilà. Donc que le décalage subsiste. Il subsiste grâce à cette forme de distance. Je pense que c'est ça. Et en même temps, tu as beaucoup de... C'est sûr que j'ai énormément lu, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais tombé amoureux de la langue française. C'est l'avantage de l'apprendre tard, c'est toujours bien. Donc j'ai découvert très vite les romans qui m'ont marqué. D'abord c'est des Jules Verne. C'était les Jules Verne, ensuite les Wells, bon, H.G. Wells, et puis très vite Ray Bradbury. Et puis évidemment, après il y a Philippe Cadic, il y a Roger Zelazny, enfin Asimov, etc. Toute effectivement la littérature de SF anglo-saxonne, française, russe, ça a été fondateur de mon univers absolument. Tout ça lié à des textes, des auteurs comme Dostoïevski, comme Lovecraft, je ne l'ai pas cité, mais Dostoïevski.
Kafka, mes liens entre guillemets de l'Est que je lisais parce que je me sentais obligé de le faire. Je me disais je viens de là et c'était presque une forme de prétention de dire moi j'ai lu Kafka. Moi je lis Kafka, monsieur, j'avais 15-16 ans, j'étais fier de lire Kafka. Personne ne connaissait, mes copains ne connaissaient pas. Alors je ne comprenais pas tout, mais je disais que je lisais Kafka. Et puis je finis par comprendre Kafka. Et donc Kafka, Dostoïevski, tous les autres. Ensuite, il y a plus je suis devenu transgenre en littérature, littéralement. Les essais, maintenant je lis beaucoup moins de romans maintenant parce que je suis focalisé sur mes propres récits. Donc je ne suis pas disponible, c'est assez bizarre, hein, mais je ne suis pas disponible pour lire la fiction des autres, mais par contre la fiction des autres peut me stimuler. Et une belle écriture, je suis très sensible à l'écriture. Et ça peut être un écrivain comme, je sais pas, comme Jean Echenoz, qui est un styliste que je trouve extraordinaire. Et lire comme ça 2-3 pages de Jean Echenoz, parfois ça me fait un bien fou. Et ça donne toute la beauté de la langue française. J'étais très bien accueilli dans le jury, très bien accueilli par les organisateurs, puisque c'est eux qui m'ont proposé de venir, donc ils assumaient. Bon, des expériences magnifiques hein, sur le plan humain, sur le plan artistique. En plus, on assume parfaitement, même si on a eu des désaccords, on assume parfaitement le palmarès. Ce que vous dites, le côté atypique, effectivement, j'ai fait 3 films, j'en ai écrit d'autres, mais qui ne se sont pas faits. Ce truc-là, je l'ai connu tout au long de ma carrière, en fin de compte. Je me rends compte que j'étais quelque part toujours un peu le premier, le défricheur, celui qui essuie les plâtres. Froid Équateur, par exemple, a été meilleur livre de l'année en 1992 pour le magazine Lire. Livres, tout genre confondus, et internationaux. J'avais derrière moi François Maurissier, j'avais derrière moi Dan Simons, j'étais fier quand même d'être devant. Et ça aussi, ça avait surpris, ça avait agacé, ça m'avait valu beaucoup de jalousie, etc. Donc, je suis un peu habitué à ça. Et effectivement, là aussi, voilà, avant moi, il y a eu Marjane Satrapi quand même. Mais ça, c'était un truc assez bizarre, mais parce qu'elle n'a fait qu'un film au moment un film d'animation. Mais bon, elle avait, voilà, c'est le choix des organisateurs de vouloir ouvrir et de vouloir. C'était le discours d'ailleurs de Thierry Frémaux, hein, c'est de dire que ce qui compte, c'est que le cinéma, c'est pas seulement une affaire de techniciens ou de consanguinité. Voilà, faut éviter la consanguinité dans tout. Moi, je suis pour ça. Et ça, c'est très, très important d'être ouvert. Et ça, je pense que dans les prochaines éditions de Cannes, il y aura sûrement une ouverture sur d'autres arts qui sont liés au cinéma. La bande dessinée et le cinéma sont intimement liés, même si c'est des moyens très différents de raconter. Et bon, il se trouve que j'ai fait des films, donc voilà. Mais une très belle expérience. Merci beaucoup à vous, public, d'être venu le soutenir, l'écouter. Et puis, je voulais remercier aussi mes collaborateurs, Cerise au cinéma, aussi Marie là, qui nous filme de la librairie, parce qu'il y a quelques livres en vente si vous voulez. Merci à vous aussi d'être intervenu pour cette très belle rencontre. Merci Enki. Merci.